Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue à cette conférence d'Unit 3 intitulée, comme vous pouvez le voir, À quoi servent les rêves? Euh, j'ai le grand plaisir de présenter l'orateur du jour, qui est le professeur Pero Gambros, qui, comme son nom l'indique, est grec, qui est médecin, psychiatre et qui s'est intéressé énormément aux rêves. On va voir comment. Euh, euh, Le professeur Pero-Gambros a fait ses études de médecine à Athènes et c'est aussi ses premières années d'internat là-bas. Puis ensuite, il est venu à Genève aux HUG où il a fait sa spécialisation en psychiatrie. Et là, il a développé un intérêt particulier pour les rêves dans le cadre de sa spécialisation. Et une fois qu'il a terminé sa spécialisation, il a décidé d'aller se perfectionner dans ce domaine aux États-Unis, à l'université du Wisconsin à Madison, où il est resté un peu plus de 2 ans. Il est revenu à Genève et il a continué sur la lancée. Il a embrassé ce qu'on appelle la carrière hospitalo-universitaire, c'est-à-dire mener de front de la médecine clinique, s'occuper de patients, et puis de la recherche. Et sa recherche, évidemment, il l'a centrée sur les rêves, avec la question de se dire, est-ce que les rêves ont une fonction particulière dans notre organisme? Vous savez bien que le rêve, c'est quelque chose qui fascine l'humanité depuis l'aube des temps, et puis que la partie descriptive scientifique du rêve s'est développée il y a plus d'un siècle. On pense à Freud, Jung, etc. Et puis qu'on est arrivé dans une phase où on peut dépasser cette partie descriptive que l'homme Prospero Gambros a pratiqué aussi, cette partie descriptive, pour essayer de faire des corrélations avec ce qu'on peut mesurer dans l'activité cérébrale, pour être un peu plus scientifique et avoir des choses, des données objectives. Et puis enfin, le dernier volet, et pas des moindres, c'est de se poser la question, est-ce que les rêves ont une fonction? Et s'ils ont une fonction, est-ce qu'on peut utiliser les rêves ou entrer dans la problématique dans des rêves avec un but thérapeutique, avec un but médical, de soigner ou d'améliorer les gens. Et en fait, il a véritablement étudié ces trois domaines, la descriptive des rêves, les corrélations avec la neurophysiologie et le potentiel thérapeutique. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est vraiment complet dans ce domaine et je suis très heureux qu'il ait accepté notre invitation. Et puis, comme certains d'entre vous l'ont vu peut-être, l'année passée, il a sorti un livre qui s'appelle Le pouvoir des rêves, un titre presque aussi accrocheur que celui-ci, et dans lequel c'est un ouvrage de vulgarisation qui est accessible à nous tous et que je vous recommande parce qu'on y apprend plein de choses. Et puis, il n'est pas grec pour rien parce qu'il y a des citations d'Aristote, des auteurs de la tragédie grecque, mais pas que. Il y a aussi des citations de Borges, de Dostoïevski, etc. C'est un livre passionnant que je vous recommande. Mais on va commencer par la science et donc je lui passe la parole pour sa conférence. Merci beaucoup d'être venu. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup, hein, Thierry, pour cette très belle introduction. Tu m'as surpris aussi que tu as lu le livre. C'est très bien. Donc, par ailleurs, à la fin de la conférence et de questions, si vous voulez l'acheter, je peux aussi le signer pour vous, si vous êtes toujours intéressé à ce sujet. Du coup, on va parler de rêves. Quelle est leur fonction et comment ces rêves sont produits par notre cerveau. Il y a certaines sections. Donc, on va tout d'abord parler de qu'est-ce que c'est un rêve. C'est la phénoménologie. Euh, mais aussi, on va voir comment, à travers les siècles, plusieurs pays, plusieurs civilisations ont traité ces sujets parce que ce n'était pas toujours donné que c'est le cerveau qui produit les rêves. Euh, Notamment, c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité. Donc, la phénoménologie, ça veut dire quel est le contenu de nos rêves, à quoi ça ressemble. On va aussi parler de mécanismes, comment le cerveau peut produire ces phénomènes.
des fonctions. Est-ce que le rêve ont une fonction ou pas? Donc, ce n'est pas une réponse très straightforward, comme on dit en anglais. Donc, il y a plusieurs fonctions ou il y a d'autres rêves qui servent à rien. Donc, on va voir tout ça. Et bien sûr, en tant que clinicien, je suis toujours intéressé à la question comment on peut traiter des patients qui souffrent, comme par exemple des patients qui souffrent de cauchemars, ou comment on peut utiliser le sommeil en psychiatrie dans des buts thérapeutiques. Donc, un bref historique de rêve commence par les Égyptiens, mais aussi les Grecs. Donc là, je suis un peu biaisé. Je vous présente surtout le grec. Donc, il y avait des hôpitaux qu'on appelait asclepia, où les gens allaient, ils avaient des problèmes comme des problèmes psychosomatiques surtout, des douleurs, une anxiété. Et puis, le prêtre dans ces hôpitaux pouvait manipuler leurs rêves avec la musique, avec des substances psychoactives, avec des serpents, avec l'eau glacée. Donc, il y avait plusieurs façons de pouvoir euh, mettre le patient dans un état de autosuggestibilité et influencer le rêve. Donc, il les utilisait de façon thérapeutique. Donc, on va voir à la fin de ma présentation qu'on est revenu plusieurs années plus tard dans la même direction. Et puis, dans quelques années plus tard, il y avait Artemidor qui a proposé le premier livre d'interprétation de rêve. Et il a introduit l'idée du rêve prémonitoire. Ça veut dire que le rêve peut prédire le futur, l'annoncer ou même le causer. Donc on va revenir sur cette idée. C'est une idée qui a dominé plusieurs siècles dans l'humanité. Le rêve prémonitoire, le rêve qui vient de Dieu, donc c'est des messages de Dieu qui veulent communiquer avec nous. Et puis c'était au début du XXe siècle avec Freud et Jung euh, où on est parti de l'idée d'une influence extérieure dans nos rêves, mais plutôt d'une influence intérieure comme origine des rêves. Et notamment, ces deux grands cliniciens, psychanalystes, ont du coup parlé de lien entre le rêve et l'inconscient. On va aussi y revenir. On va essayer aussi de contester quelques propositions de Freud et Jung, mais aussi de confirmer d'autres. Et puis, c'est plus récemment, ça fait maintenant 20 ans, un peu plus, où on a développé des méthodes de neuroimagerie, donc le scanner, l'IRM et l'électroencéphalogramme, pour étudier le sommeil et le rêve. Il y a aussi, bien sûr, plus rarement des études lésionnelles. Ça veut dire qu'il y a des régions du cerveau qui ont une lésion euh, et ça impacte le rêve. Et récemment, on a du coup utilisé ces techniques pour étudier le mécanisme et les fonctions du rêve. Par rapport à d'autres domaines de neurosciences, le rêve a été beaucoup moins étudié ces dernières 100 ans. Pourquoi? Parce que le rêveur dort. Donc, c'est difficile que l'expérimentateur étudie cet état de conscience comparant à d'autres domaines. Ce qui fait que toute la durée du XXe siècle, c'était difficile d'étudier scientifiquement ces phénomènes. La nouvelle science de rêve commence par les contenus, la phénoménologie. Qu'est-ce qu'on rêve? Et puis, on est intéressé de voir comment le cerveau peut produire ces contenus. Est-ce que ce qu'on rêve a une fonction ou pas? Et finalement, est-ce qu'on peut utiliser cette fonction de façon thérapeutique? Donc, je crois que Thierry est là parler un peu de tous ces domaines qui nous intéressent et qui intéressent les scientifiques de rêve. Donc, depuis quelques années maintenant, on la considère comme une science. Donc, de quoi on rêve? Et tout d'abord, c'est quoi un rêve? Il faut toujours partir avec des définitions dans la science. Et on peut donner une définition simple, mais qui est correcte, c'est que le rêve, c'est n'importe quelle expérience subjective on a durant le sommeil
qui peut être visuel. Dans la grande majorité, nos rêves sont visuels. Mais on peut aussi avoir l'audition, donc comme pendant la veille. On peut aussi bouger. Et il y a des cas où il n'y a ni vision, ni audition, ni mouvement. C'est surtout des pensées, des ruminations ou de pensées positives autour de préoccupations qu'on a eues pendant la journée. Et quand rêvons-nous, c'est une autre question. Donc, au début, on croyait qu'on rêve spécifiquement dans un stade du sommeil qui s'appelle sommeil paradoxal. Euh, donc, comment on peut répondre à cette question? On invite les gens à dormir dans un centre comme ici à Belle-Île. Et avec l'électroencéphalogramme, on peut distinguer le stade du sommeil. Et ici, vous voyez à gauche qu'on a la veille, qu'on est éveillé, et on a quatre stades de sommeil. Le sommeil paradoxal ou REM, Rapid Eye Movement, c'est parce que les yeux ont des mouvements oculaires horizontaux, et c'est la ligne rouge, comme vous voyez ici. Et il y a trois stades du sommeil long, le N1, N2 et N3, et c'est le N3 qui est le sommeil le plus profond et le plus réparateur. Et puis, vous voyez ici qu'à travers une nuit, on fluctue d'un stade à un autre. On n'a jamais un sommeil continu, il y a toujours quelques réveils. Et on passe du sommeil léger à sommeil profond, à sommeil paradoxal. Donc, c'est qu'on fait dans un laboratoire pour étudier la question quand est-ce qu'on rêve et qu'on fait quelque chose qui est désagréable. On doit réveiller plusieurs fois quelqu'un pendant la nuit et on lui demande est-ce que vous avez rêvé ou pas dans plusieurs stades. Et ce qu'on a trouvé est que 85% dans le sommeil paradoxal, on rêve. Parce que les gens nous disent j'avais un rêve et je m'en souviens. Tandis que dans les autres stades, c'est autour de 60% de cas où on rêve. Donc, ce qui est fascinant, c'est que si on fait le calcul, on dit qu'on dort un tiers de notre vie. Donc, si on rêve environ 70% de notre nuit, ça veut dire qu'environ 15 ans de notre vie, on est en train de rêver. Juste ça, c'est spectaculaire, hein, donc c'est impressionnant. Pourquoi est-ce qu'on devrait passer 15 ans de rêver? Déjà, il faut répondre à la question de quoi rêvons-nous? Donc, vous avez parlé de la vision, c'est la forme de rêve, mais qu'est-ce que c'est les contenus de rêve? Donc, on rêve souvent de ce qui nous préoccupe pendant la journée. Donc, il y a ce qu'on appelle continuité entre nos préoccupations, nos soucis, mais ça peut être aussi de choses positives hein, qu'on a vécues. Donc, un événement aussi stressant. Donc, en général, le stress positif ou négatif est privilégié dans nos rêves. Donc, il y a une certaine continuité entre veille et sommeil. Et ce qu'on sait est que 80, voire plus de pourcents de nos rêves contiennent des mémoires du passé, soit de mémoires de 2 jours qui précèdent, ou même de mémoires beaucoup plus lointaines. La question est pourquoi il y a certaines mémoires qui sont choisies par les cerveaux et pas d'autres. Donc on peut aussi répondre à cette question plus tard. Et c'est lié aussi à la fonction du rêve. Et puis, vous avez tous vécu de rêves qui sont très émotionnels. Ça, c'est une particularité du rêve, surtout en sommeil paradoxal, où on rêve des situations très effrayantes, très émouvantes, qui vont jusqu'au cauchemar. Donc, un rêve qui est considéré comme pathologique, surtout si ça arrive très fréquemment. Et ici, donc, il y a un rêve donc, de Sophie Schwartz, avec laquelle j'ai collaboré dans le passé, qui dessinait ses propres rêves. C'est un rêve où elle voit son père qui est en train de flotter dans la mer. Vous voyez, dans une position qui est très bizarre, très irréaliste. Euh, et puis elle est en train d'aller vers les rochers qui risquent de la blesser. Elle a très peur.
et elles sont les rochers aigus. Donc vous voyez que même s'il y a une continuité entre ce qu'on vit dans la vie éveillée, le rêve, il y a quand même plusieurs éléments bizarres, plusieurs éléments qui sont complètement irréalistes, absurdes, très émotionnels. Et à travers des siècles, plusieurs philosophes, psychanalystes et scientifiques ont essayé de les interpréter. Pourquoi est-ce qu'il y a des rêves autant bizarres? Et du coup, on arrive à l'interprétation la plus commune. D'accord? Donc, de rêve, c'est le symbolisme. On ne peut pas ne pas parler de Sigmund Freud ici, qui a un peu analysé plus cette idée du symbolisme. Il a dit que pendant la journée, tous, on a des conflits intérieurs, de désirs qui sont trop intenses pour le traiter pendant qu'on est éveillé, des désirs souvent sexuels et qu'on refoule, donc parce qu'ils sont très intenses. Ces désirs, ces conflits réapparaissent dans nos rêves sous forme de symboles. Donc, il y a un contenu qui est manifeste, c'est ce qu'on voit dans nos rêves, mais les psychanalystes ont comme but, comme objectif, d'aller chercher quel est le contenu latent. C'est les conflits intenses et un désir souvent sexuel. Et du coup, il propose déjà une fonction du rêve, que le rêve a comme fonction de satisfaire tous ses souhaits, tous ses désirs. C'est une théorie très attirante, c'est pourquoi elle est très influente aussi depuis 100 ans, voire plus, au point où il y a bien sûr l'école freudienne de psychanalyse. Le problème donc est qu'il y a peu de preuves scientifiques qu'on a plus de symboles dans nos rêves que pendant qu'on est éveillé. Parce qu'on utilise des symboles. Bien sûr, quand on est éveillé, par exemple, la colombe représente la paix, mais il n'y a pas de preuves scientifiques que pendant qu'on rêve, le cerveau va construire des nouveaux symboles. Euh, et puis, Freud a aussi vu certaines difficultés avec ces théories. Pourquoi? Parce que, il a vu que des patients qui ont des cauchemars traumatiques, c'est-à-dire de patients qui ont subi un événement très traumatique dans leur passé, ils revivent exactement de la même façon, littéralement, le trauma dans leur rêve. Donc, il n'y a pas de transformation symbolique. Et Freud avait observé ça, mais il n'a pas pu réconcilier sa théorie avec cette observation clinique. Jung, de l'autre côté, avec bien sûr un intérêt suisse, parce qu'il a travaillé à Zurich, a dit que le rêve, en effet, ça représente l'inconscient, aussi sous forme symbolique. Et puis, il a aussi proposé une fonction qui est très intéressante, une fonction compensatoire, qui dit que le plus on souffre pendant la journée, le plus le rêve va essayer de soulager cette souffrance. Et puis, aujourd'hui, on peut confirmer, on peut soutenir scientifiquement cette idée. Parce qu'il y a ce qu'on appelle rebond onirique. Le rebond onirique dit que le plus on supprime une émotion ou une pensée pendant la journée, les gens introvertis le font particulièrement, le plus cette émotion et cette pensée va émerger dans nos rêves. Pourquoi? Parce que elle veut être résolue. Donc, on vient déjà à une fonction importante du rêve, c'est la résolution de conflits et de problèmes. Et là, on est d'accord avec tant Freud que Jung que dans le rêve, on traite des situations en suspens ou des situations qui sont incomplètes et on essaie de donner des solutions. Par contre, il y a une autre explication du contenu bizarre que le symbolisme qui est plus probable. Et ça s'appelle hyperassociativité. À quoi ça consiste? Donc, on sait que le cerveau, surtout dans le sommeil paradoxal, a une capacité unique. C'est une capacité de réunir des traces mnésiques de façon très créative et très bizarre à un résultat qui est super créatif. Ici, je veux vous donner un exemple
J'avais un patient il y a quelques mois qui a rêvé qu'il voyait un avion qui était attaché à une baleine. Donc, c'est très bizarre, c'est très créatif. Et puis, un psychanalyste verrait ici un symbole, hein. Donc, la baleine, pour les Jungiens, représente la transformation, un changement intérieur. Mais c'est une signification imposée par l'analyste et par une théorie. Donc, c'est ça qu'il faut savoir, que le symbolisme, c'est une approche qui est imposée a posteriori à un rêve. En fait, ce qu'on a fait avec ces patients, on a creusé un peu les jours précédents à ces rêves pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et il m'a dit que une semaine avant ces rêves, il avait vu un film avec une baleine qui s'appelait Free Willy. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et du coup, 2 jours après ces rêves, il allait prendre un avion. Et il a une peur des avions. Donc son cerveau a associé de façon très créative ces deux éléments à un résultat qui paraît très bizarre. D'accord? Donc vous voyez que l'interprétation de rêve dépend de l'approche et de la théorie qu'on adopte. Mais souvent, on peut trouver des éléments dans tous nos rêves qui ont un lien avec le passé et potentiellement avec le futur. Après, est-ce qu'il y a une fonction dans ces rêves? Ça, c'est une autre question. Est-ce que ça sert à quelque chose? On ne sait pas. Peut-être la baleine dans ses rêves a aidé le rêveur de faire face à sa peur, ou peut-être elle était très lourde, que l'avion est tombé, donc ça a aggravé sa peur. Donc on ne sait pas. Une autre question, est-ce qu'on partage tous le même thème de rêve? Est-ce que c'est vrai ou faux? Il y a des gens qui disent je perds des dents. C'est un rêve qui revient souvent dans plusieurs cultures. Donc, il faut, avant de répondre à cette question, il faut voir les contextes de chaque théorie psychanalytique. Parce que vous voyez que Freud a développé une théorie à une Vienne qui était bourgeoise, où c'était plus qu'attendu qu'il faut absolument supprimer nos désirs sexuels. Et il a généralisé sa théorie pour tout le monde. Donc il a proposé une théorie de façon un peu arbitraire, que ça s'applique dans toutes les cultures. De l'autre côté, il y a Jung qui n'a pas fait d'études ethnographiques lui-même et qui a, de l'autre côté, a dit il y a des symboles sous forme d'archétypes. Donc, c'est des concepts qu'on partage tous et toutes les populations du monde, toutes les cultures ont le même thème sous forme d'archétypes. Et puis, nous, on voulait tester hein, toutes ces hypothèses. Donc, ce qu'on a fait, c'est des études assez difficiles à faire. C'était en collaboration avec des anthropologues qu'on est allé, bon, c'était surtout eux hein, qui sont allés à des pays de l'Afrique de l'Est pour étudier les rêves de populations indigènes, donc des gens qui habitent dans des conditions complètement différentes que nous. Pas d'électricité, ils chassent pour manger. Ils peuvent dormir dehors. Et puis, on a étudié leurs rêves et on les a comparés aux rêves des Occidentaux, de nous. Et c'est qu'on a trouvé qu'ils ne partagent pas du tout le même souci, les mêmes préoccupations et les mêmes thèmes que nous. Ce qui veut dire que chaque rêve doit être interprété de façon très individuelle, donc qu'il n'y a pas des bouquins, des dictionnaires des rêves qui s'appliquent à tout le monde. D'accord? Donc c'est vrai que depuis Artémidor, voire depuis le grec ou les Égyptiens, et jusqu'à maintenant, on voit dans les librairies de livres où on peut aller voir qu'est-ce que ça veut dire un élément et c'est quoi son symbolisme, mais ça, c'est presque dangereux. D'accord? Donc la psychanalyse a pris quelques risques hein, de généraliser l'histoire du symbolisme. Donc l'autre question qui peut vous intéresser, est-ce que le rêve prédire le futur, annonce le futur? Donc parmi vous, j'imagine que vous avez eu quelques expériences pareilles.
Et il y a une explication scientifique alternative, hein. En fait, le cerveau est une machine qui peut prédire le futur, hein, qui peut prédire plutôt des futurs possibles. Parmi eux, il y a un qui va avoir lieu. D'accord? Ici, je donne l'exemple une étudiante qui prépare un examen. Elle ne se prépare pas très bien, en fait. Et puis, elle a un rêve quelques jours avant l'examen où elle échoue. Et puis, finalement, elle va échouer dans l'examen. Et puis, les gens qui croient que le rêve est prémonitoire et qui annoncent, voire causent l'événement, vont voir que la partie droite et ils vont ignorer que les cerveaux, indépendamment si c'est le sommeil ou la veille, a cette capacité de prédire des potentiels futurs. D'accord? Si on a une tante qui est malade et on voit un rêve où elle meurt, donc notre cerveau avait déjà prédit qu'il y a cette possibilité. Donc ce n'est pas le rêve qui a causé ou qui a annoncé ces décès. Euh, voilà, donc on peut en discuter plus tard si vous voulez, hein. Donc c'est la partie qui intéresse le plus, je crois, les gens, cette histoire de prémonition et d'interprétation. Mais je veux vous parler aussi de comment le cerveau génère hein, ces contenus, donc les corrélats neuronaux. Donc on utilise, comme je vous ai dit, l'électroencéphalogramme et l'IRM pour étudier les sommeils et les rêves. Et comme je vous ai dit, on invite des gens avec l'électroencéphalogramme de dormir dans le centre du sommeil, on le réveille et on leur demande s'ils ont rêvé ou pas. Après, il y a aussi des études des lésions du cerveau qui nous aident à comprendre quelle région du cerveau s'active pendant qu'on rêve. Et on pose des questions. Je ne vais pas entrer dans les détails sur est-ce que vous avez rêvé ou pas, quelles étaient vos émotions, quels étaient les autres contenus. Ce qu'on a trouvé est qu'il y a des parties profondément dans le cerveau qui sont liées à la génération du rêve, qui sont liées au processus de mémoire. Euh, et du coup, ce qui explique pourquoi une grande partie de nos rêves sont liés au passé et aux mémoires du passé. Et puis après, on a trouvé que ces processus de mémoire sont projetés en un théâtre, comme je l'appelle, de rêve, qui est le cortex. Donc c'est la partie superficielle de notre cerveau. C'est la partie où la conscience est générée. Et il y a différentes parties du cerveau qui sont liées à différents contenus. Donc quand on voit dans nos rêves, c'est la même partie qui s'active que quand on voit pendant la veille. On a vu en fait que toutes les parties qui sont activées pendant qu'on vit une expérience pendant la veille sont les mêmes qui s'activent pendant le rêve et qu'il y a des parties intérieures du cerveau, comme le cortex frontal, qui sont liées aussi à la mémoire des rêves, hein. Donc, ce qui explique pourquoi, quand elle est désactivée, on ne va pas se rappeler de nos rêves, tandis qu'il y a d'autres gens qui se rappellent mieux de leurs rêves parce qu'il y a cette partie qui est activée pendant le rêve. C'est ce qu'on appelle mémoire de travail, en fait. Donc, c'est une forme de mémoire qui peut tenir, qui peut garder le contenu de nos expériences pendant quelques secondes. Euh, donc là, on va dans un domaine très intéressant, c'est est-ce qu'on peut prédire si quelqu'un rêve ou pas et de quoi il rêve. Donc ça, c'est un peu donc la musique du futur, hein, donc c'est même une science-fiction. On a observé que juste en regardant l'électroencéphalogramme, quelques électrodes postérieures, on peut prédire de façon très fiable si quelqu'un rêve ou pas. Et ce qui nous rappelle un film de Wim Wenders jusqu'à la fin du monde, où il a imaginé des scientifiques en Australie qui développent une machine. Et cette machine, on la porte pendant la nuit, elle peut projeter en visuel comme un film qui se déroule nos rêves. Et je vais vous mettre à la fin de cette présentation une petite vidéo de ces films. C'est très poétique. Mais la question est, est-ce qu'on peut le faire au jour d'aujourd'hui, ça? Donc, on n'est pas encore là,
mais on n'est pas si loin que ça. Donc, je crois que c'est une question de 5-10 ans qu'on arrive à visualiser nos rêves sur un écran. Donc là, vous voyez une expérience qui a été faite aux États-Unis où on n'est pas endormi, on rêve pas, on est éveillé, on regarde un film. Et puis à gauche, c'est les films que quelqu'un regarde, et à droite, c'est la reconstruction de ces films à travers l'activité cérébrale. Ça veut dire qu'ils ont pu reconstruire l'image visuelle juste en étudiant les neurones dans le cortex visuel. C'est le cortex qui est responsable pour la vision. Donc, si on applique la même technique pour le rêve, on pourra éventuellement arriver à visualiser nos rêves. Donc, maintenant, j'aimerais vous parler des fonctions de rêve, hein. Donc, déjà, c'est le titre, hein, de cette présentation, à quoi sert le rêve. Donc, il y a plusieurs théories émotionnelles, hein. Je vais me concentrer surtout sur les émotions parce que c'est les théories qui tiennent le plus. Euh, donc, il y a Freud qui a dit de nouveau que le rêve permet à une pulsion d'être exprimée, surtout sexuelle. Donc, on en a déjà parlé de ça. Tandis que Jung a parlé de la fonction compensatoire. Il a dit que le rêve nous aide à notre futur, à notre développement global. Par contre, il n'a pas dit que les rêves sont prophétiques, hein, mais plutôt il nous prépare pour des futurs probables. Euh, Peut-être on va le vivre, peut-être pas. Et puis Cartwright, c'est une scientifique aux États-Unis qui a dit que le rêve nous aide à réguler nos émotions en liant des souvenirs négatifs avec d'autres éléments, c'est qui les rend le souvenir négatif moins intense. Et dans la même optique, il y avait Thor Nielsen au Canada qui a parlé un peu de l'extinction de la peur. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est à peu près la même idée. Et après, il y avait Matthew Walker. Il a publié aussi un livre il y a quelques années, Pourquoi on dort, qui est très populaire. Il a dit que dans le sommeil paradoxal, les souvenirs négatifs deviennent moins négatifs. Donc c'est de nouveau, on va vers la même direction. Et je vais vous en parler plus. Avec Sophie Schwartz, on a développé l'idée que pendant le sommeil, on traite des mémoires qui offrent une récompense et que c'est ce système de récompense qui est responsable pour la génération de rêves. Et puis il y a aussi Revonsu avec une théorie très populaire qui dit que le rêve, c'est un mécanisme évolutionnaire qui a aidé nos ancêtres de faire face à des menaces, que le rêve, c'est une sorte de simulation de menaces qui était utile à l'époque, mais qui n'est plus utile actuellement. Donc, ce qu'on a fait, parce que on aime les théories, mais on aime surtout tester les théories, hein. Donc, c'est ça l'empirisme, c'est ça d'être scientifique. C'est pas juste d'écrire des théories, mais c'est d'essayer de le prouver ou pas. Donc, ce qu'on a fait, on a demandé des gens d'écrire un carnet de rêves à la maison pendant une semaine. Et puis, une semaine plus tard, on les a invités de passer une journée dans le scanner. Et dans le scanner, on leur a montré des figures, des images effrayantes, comme par exemple un lion ou d'autres images qui peuvent faire peur. Et puis, ce qu'on a trouvé, je vais un peu résumer parce que c'est assez détaillé. Donc, cette figure est que les plus les gens expérimentaient la peur dans leurs rêves, le mieux ils étaient préparés à faire face à leur peur pendant qu'ils sont éveillés. En activant des régions du cortex frontal qui inhibent la peur et en désactivant l'amygdale, qui est une structure responsable pour la peur. Donc en gros, on a une première preuve que le rêve nous prépare pour le futur, surtout au niveau émotionnel. C'est une sorte de psychothérapie gratuite, comme je la nomme. En fait, c'est comme la psychothérapie d'exposition qui nous expose
graduellement à nos peurs. Et à la fin, on arrive à faire face à ces peurs, ces anxiétés. Donc, on utilise ce type de thérapie pour les phobies, hein. Si vous connaissez comment on traite une phobie des araignées, on expose quelqu'un aux araignées. Donc, le rêve semble offrir un processus un peu similaire. Et puis, je vous ai parlé du coup de cette étude qu'on a fait avec les indigènes de l'Afrique, donc où on a comparé le rêve de peuples autochtones qui s'appellent Hadja et Bayaka avec des participants sains en Suisse, Belgique, ou de patients avec cauchemars ou anxiété sociale, ou des étudiants qui étaient en confinement pendant le Covid. Et puis on a comparé leurs rêves. Voici de nouveau un peu les conditions que ces personnes vivent. Et puis, c'est qu'on a trouvé que les indigènes avaient une plus grande fréquence de comportement orienté vers la communauté. Ça, c'est pas étonnant. Donc, c'est des populations collectivistes. Donc, comparons à nos sociétés qui sont plus individualistes. Donc, on voit la présence forte de communauté, de la communauté, des amis, de la famille dans le rêve. On a vu aussi qu'ils ont beaucoup plus de menaces dans le rêve, mais en même temps, c'est ça qui est très intéressant, ils ont moins des émotions négatives. Et bien sûr, la population avec cauchemar avait des émotions très négatives dans le rêve, comparant aux autres populations. Donc c'est là où la question, comment on peut réconcilier donc cette idée qu'on vit des menaces dans nos rêves et en même temps on a des émotions négatives. Et c'est là où il y a ma partie grecque qui m'a aidé attendez, parce que je sais pas pourquoi. Ah, en arrière, c'est comme ça. Voilà. Donc, j'ai introduit cette idée de catharsis. Donc, le catharsis, c'est un processus qui a été introduit par Aristote en se basant sur le drame, donc le théâtre grec ancien, où les spectateurs regardaient une tragédie, donc des gens qui souffrent, et avec la compassion, avec l'identification, ils arrivaient à s'attacher aux protagonistes. Et finalement, à la fin, il y avait souvent des solutions à ces drames. Et ce processus, qui est un processus complet de transformation des émotions négatives à des émotions positives, ça s'appelle catharsis. Et en fait, j'ai introduit donc le rêve cathartique, qui sont des rêves négatifs, mais qui ont une résolution positive et efficace de problèmes. Et maintenant, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle. On a pu analyser les rêves sur 100 participants sains et on a trouvé que 10% de nos rêves sont des rêves cathartiques, qui commencent comme des cauchemars, mais qui se transforment à des rêves positifs. Et c'est qu'on a trouvé que ces rêves sont corrélés avec les scores de dépression dans des populations cliniques. Ça veut dire le plus on a des rêves cathartiques, le moins déprimé on est. Et je trouvais que les populations collectivistes indigènes, comme ils ont d'aide de leur communauté dans leurs rêves, ils trouvent plus facilement de solutions dans leurs problèmes. Donc, ils ont 3 fois, 4 fois plus de rêves cathartiques que nous. Donc, ça, c'est déjà un résultat très intéressant. On n'est pas encore allé à des conclusions, voir si ces populations qui, selon les études, sont moins déprimées, plus joyeux que nous, et plus équilibrées, c'est le rêve qui participe à cet état. On ne sait pas, mais c'est une question à répondre dans le futur. De l'autre côté, il y a les cauchemars. Donc, on a tous eu des cauchemars dans le passé. Ce sont des rêves qui sont considérés comme pathologiques où il n'y a pas de résolution émotionnelle.
et qui ont été associés comme rêve à des pathologies comme les dépressions, l'anxiété ou même les troubles cardiovasculaires. Et quand ces cauchemars arrivent très fréquemment, plus qu'une fois par semaine, et il y a un dysfonctionnement diurne comme de dépression, anxiété ou de réminiscence autour de ces problèmes, on parle de la maladie de cauchemar. Donc c'est un trouble psychiatrique en soi qui touche environ 4% de la population. Donc là, je ne vais pas entrer dans le détail, on n'a pas peut-être le temps. C'est deux exemples d'un rêve cathartique et cauchemar. Il y a aussi d'autres preuves hein, que le rêve agisse comme des thermostats émotionnels. Par exemple, Cartwright, dont je vous parlais avant, avait trouvé que les gens qui ont eu un divorce et qui se réconcilient avec l'ex-conjoint dans le rêve seront moins déprimés dans le futur ou les gens qui ont vécu un décès d'un proche et qui voient de façon positive cette personne dans le rêve ont un deuil moins compliqué que d'autres. Tandis qu'il y a des études qui confirment que les cauchemars, de patients avec cauchemars ont plus de risques de suicide, du stress post-traumatique et des troubles mentaux. Donc là, il y a d'autres théories aussi hein, sur les fonctions du rêve. Il y a des gens comme Hobson qui dit que ça aide un rêve à la maturation cérébrale. Tononi, avec qui je travaillais à Madison, qui dit que ça aide en général la fonction de l'homéostasie. Ou Stig Gold qui a dit que le rêve consolide des mémoires. Ou Barrett que ça aide la créativité. Et ici, je vous donne quelques exemples anecdotiques que, en effet, le rêve peuvent nous aider à être plus créatifs. Hein. Donc, il y a des scientifiques comme Kekulé qui ont découvert la forme du benzène dans le rêve en voyant un serpent qui touche son queue, ou Medvedev qui a découvert ou plutôt décrit le tableau des éléments chimiques à travers un rêve, ou Paul McCartney qui a imaginé la mélodie de Yesterday dans son rêve. Il y a aussi des écrivains comme Stevenson ou Mary Shelley qui ont été inspirés par le rêve pour écrire Dr. Jekyll and Hyde, et puis Frankenstein qui a un intérêt genevois parce que ça a été conçu à la Villa Diodati à Colonie. Et bien sûr, il y a beaucoup d'artistes. Au début, je vous ai montré un extrait de Bosch. Vous connaissez ces tableaux. Donc, c'est un tableau qui aurait été inspiré aussi par des rêves de Bosch. C'est un tableau et un peintre pionnier pour son époque parce qu'il précède les surréalistes plusieurs années avant. Il y a bien sûr Dali hein, qui a été associé au surréalisme et à la psychanalyse, ou René Magritte également. Et tous les surréalistes en général, on dirait, ont été influencés beaucoup par les domaines du rêve pour peindre. Ici, j'aimerais noter quelque chose, que tous les rêves ne sont pas fonctionnels. D'accord? Donc, il ne faut pas toujours chercher une signification à nos rêves, ni que tous nos rêves servent nécessairement à quelque chose. Par exemple, je vous ai dit que 10% uniquement de nos rêves sont cathartiques. Il peut y avoir des rêves qui servent la créativité, d'autres qui servent la consolidation des mémoires, d'autres la régulation des émotions et d'autres qui servent à rien. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement trouver une fonction. Et puis, le rêve n'a pas besoin d'être interprété par un psychanalyste, par un psychiatre ou psychologue pour remplir une fonction. Et il n'a même pas besoin d'être rappelé. Donc, pendant qu'on dort, on vit des expériences qui peuvent nous servir à quelque chose, même si on ne se souvient pas. Et puis, finalement, le seul rêve qui est pathologique, qui est considéré par la classification des troubles mentaux, etc., comme pathologique, c'est le cauchemar. C'est le seul rêve qui touche l'émotion. Il n'y a pas de rêve pathologique qui touche la créativité, la mémoire ou d'autres domaines, ce qui renforce l'idée que la fonction principale de rêve, c'est la régulation émotionnelle. Et le 5, c'est un point un peu difficile d'expliquer. En gros,
on rêve un peu par accident. Les fonctions du rêve arrivent un peu de façon accidentelle, hein. Donc, il n'y a pas un petit homme dans le cerveau qui décide que je veux maintenant mettre un rêve qui va servir à quelque chose. Donc, moi, je fais le parallèle avec un musicien de jazz. Donc, le cerveau qui crée le rêve, c'est comme un musicien de jazz qui improvise plutôt en se basant sur une partition. Donc, ça arrive de façon un peu accidentelle, hein, le rêve. Ça nous aide à traiter des émotions difficiles, mais ce n'est pas quelque chose comme Freud ou Jung qui ont pensé à un design intelligent qui va expliquer la fonction du rêve. Et je vais finir ma présentation en parlant de la thérapie, hein. Donc, c'est la partie qui m'occupe plus que la moitié de mon temps. Donc, c'est comment on peut traiter les patients qui souffrent. Euh, donc là, de nouveau, je vais mentionner Épicure, donc mes racines grecques, parce qu'il était le premier d'utiliser l'imagerie mentale positive. Donc, il avait un jardin à Athènes et il se voyait avec ses amis philosophes, et il fermait les yeux et il imaginait des choses positives. Et ça, en soi, était thérapeutique. Et c'était peut-être la première forme de psychothérapie, la psychothérapie épicurienne, parce qu'avec cette psychothérapie qui ressemble un peu à ce qu'on appelle thérapie cognitive comportementale, qu'on utilise aujourd'hui, on remplace les pensées négatives par des pensées positives. Et du coup, là, je vais vous demander, pour vous activer, stimuler un peu plus, de faire un exercice, hein. Donc là, imaginez que vous avez un cauchemar où votre maison, on n'a pas tous une telle maison, mais imaginez que c'est votre maison, est en feu, d'accord? Et votre famille est dedans. Et vous avez ces cauchemars de façon récurrente toute la nuit, et ça finit mal. Donc, avec la famille, ils sont tous décédés, et puis vous vous réveillez en état de panique. Donc, je vois des patients qui ont ces problèmes-là, hein, donc de rêves récurrents, de cauchemars récurrents, et qui se réveillent toute la nuit à cause de ça. Donc, la question, comment on va les traiter? Donc, je vous invite maintenant de fermer les yeux et de vous mettre dans cette scène où vous voyez cette maison et vous trouvez une solution à ces problèmes-là. Ça peut être n'importe quelle solution pour qu'il n'y ait plus de feu et que votre famille soit sécure. Oui, donc ça peut être n'importe quelle solution, hein. Donc je vous laisse. Oui. Donc je vous ai laissé quelques secondes, mais d'habitude c'est plusieurs minutes, hein, qu'on invite les gens à faire ces exercices. Où, avec l'imagination, on a le pouvoir de trouver n'importe quelle solution, hein. Ça peut être des solutions qui sont complètement irréalistes. Il y a Superman qui apparaît, qui sauve la famille. Il y a les pompiers, peut-être ça c'est les plus classiques, ou votre famille qui trouve une petite fenêtre et qui sort donc de la maison. En fait, ce que vous venez de faire, c'est une séance. Bon, c'était très bref, hein, ce que vous avez fait. Une séance brève, du coup, de thérapie par répétition d'imagerie mentale, qui est la thérapie de choix pour le cauchemar. Donc, on demande aux gens de réimaginer leur cauchemar, mais de façon plus agréable, avec leur imagination. Et donc, on a fait des études, plusieurs groupes dans le monde. Et si on fait ça 5 à 10 minutes par jour, pendant 2 à 3 semaines, on voit une réduction considérable de l'intensité de cauchemars et de la fréquence des cauchemars traumatiques ou pas. Euh, et par contre, environ 30% de la population de ces patients qui font la thérapie ne répondent pas bien. Donc, on a pensé qu'il faut faire des thérapies qui améliorent, hein, cette technique. Et c'est là où je vais vous expliquer brièvement ce qu'on a fait. Donc, la réactivation ciblée de la mémoire dit qu'on utilise une odeur ou un son à une expérience diurne. On associe du coup euh, l'imagerie mentale que je viens de vous montrer avec un son.
Et puis, on a trouvé avec d'autres études que ça peut accélérer la consolidation de la bonne mémoire par 30 à 40%. Donc, si on rejoue ces sons pendant le sommeil. Donc, c'est qu'on a fait, on a associé un son à une imagerie mentale positive. On l'a rejoué avec un bandeau du sommeil qui peut détecter le sommeil paradoxal, ces sons, pendant plusieurs nuits à la maison. Et l'idée, c'était de diminuer la sévérité des cauchemars. Et du coup, avec ces protocoles que je vais vite passer, on a invité des gens qui souffrent de cauchemars, on a évalué leur intensité de cauchemar, on a réparti dans deux groupes, un avec le son associé à l'imagerie, l'autre non. Et 2 semaines, ils portaient ces bandeaux où ils faisaient l'imagerie à la maison et pendant la nuit, ils écoutaient un son dans leur sommeil paradoxal. Et on a vu, du coup, 2 semaines après et 3 mois plus tard, qu'ils ont eu beaucoup moins de rêves, ces gens qui ont eu le son pendant la nuit, qui étaient les sons associés, que les autres. Et ils ont eu beaucoup plus de rêves cathartiques. OK? Donc ça, c'était une première étude. Et ici, vous allez voir l'exemple d'une patiente. Il me reste de temps, Thierry? Oui. Le play, comment je fais? Pour traiter ses cauchemars, Camilla suit une thérapie par répétition d'imagerie mentale, couramment utilisée chez les patients depuis une vingtaine d'années. Elle vise à changer le contenu du cauchemar en imaginant un scénario alternatif pendant l'éveil. Je vais vous demander de prendre 5 minutes, fermez les yeux, prenez votre temps et imaginez un scénario plus positif et une fin plus positive à ces cauchemars. Ok. OK? Vous êtes prête? Oui. Très bien. Les 2 tiers des patients avec des cauchemars récurrents voient une nette amélioration de leur nuit après 2 semaines de traitement. Récemment, le docteur Pero Gamvros a lancé une étude pour voir s'il était possible d'accélérer ces bons résultats en s'appuyant sur la fonction émotionnelle du sommeil paradoxal. Pour cela, il associe le souvenir positif avec un son qui sera rejoué pendant cette phase du sommeil. C'est bon? Je vais aussi vous demander maintenant si vous pouvez de mettre ces écouteurs parce que je vais vous demander de réimaginer le même scénario. Et puis pendant ces 3 prochaines minutes, il y aura un son qui va jouer tous les 10 secondes. D'accord? Ok. On sait que le sommeil paradoxal a un lien causal avec la consolidation de mémoire émotionnelle. Donc on a choisi ces stades spécifiques pour pouvoir accélérer le traitement de l'anxiété et des cauchemars. Sur le front, pendant 2 semaines, on lui donne un bandeau du sommeil qui enregistre le sommeil, qui peut identifier le stade paradoxal spécifiquement et qui va jouer le même son pendant le stade paradoxal afin de renforcer cette bonne mémoire du rêve. Chez elle, Camilla répète l'exercice avant de se coucher pour que son cerveau associe notes de piano et fin heureuse à son rêve. Les résultats définitifs de l'étude ne sont pas encore connus. Les premières données indiquent une baisse de la fréquence des cauchemars. Reste à savoir si le son accélère l'effet de la thérapie ou pas. Voilà, donc cette vidéo a été créée avant qu'on ait les résultats, mais je vous ai montré que c'était efficace. Et je vais finir avec cette hypothèse en fait, que les gens qui souffrent de cauchemars, qui sont de rêves non fonctionnels et pathologiques, on va les aider avec la psychothérapie et cette technique de mémoire ciblée. Pendant les semaines qui vont suivre, on va augmenter leurs rêves cathartiques, qui sont des rêves compensatoires, comme Jung avait proposé. Et puis, à la fin d'une psychothérapie efficace, on arrive à avoir des rêves plus joyeux ou même neutres, ce qui reflète un état d'équilibre mental. Et du coup, au niveau cérébral, donc, on attend que ces
cortex préfrontal qui va inhiber l'amygdale pendant ces processus. Voilà, donc je vais finir en prenant vos questions et puis je vais projeter ces films de Wim Wenders dont je vous parlais, qui a créé la machine de rêve pour visualiser nos rêves. Voilà, donc je finis. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup pour cette conférence. Passionnante avec un large spectre. Je crois qu'on va passer aux questions maintenant. Oui. Juste une petite information. Donc, en principe, il y a quelqu'un dans l'entrée, dans le foyer du théâtre, qui a le livre Le pouvoir des rêves dont on a parlé au début de cette émission. Et si ça vous intéresse, vous pouvez l'acquérir ici à la sortie. Mais en attendant, on va passer à la phase des questions parce que je suis sûr qu'après cet exposé que j'ai trouvé passionnant, il y aura certainement des tas de questions et des tas de commentaires peut-être parmi vous. Alors, on est deux à avoir les micros, un ici, un là, et on va commencer gentiment. Alors, merci pour cette conférence. J'ai quand même une question parce que le dernier cas que vous présentez, c'est une jeune fille qui a une expérience de vie beaucoup plus courte. Est-ce que vous avez aussi testé sur des gens de nos âges, troisième âge, avec une expérience de vie beaucoup plus longue et est-ce que les résultats sont aussi flagrants, je dirais? Donc, moi, Ou est-ce personnellement, dans qu'on ne mes peut pas études, je n'ai pas étudié, hein. Je n'étudie pas de personnes plus âgées. Donc, d'habitude, mes études incluent de personnes jusqu'à 50 ans. Après l'âge de 50 ans, il y a des modifications du sommeil, comme une fragmentation, qui rend les études un peu plus difficiles, hein, pour étudier ces phénomènes. Mais il y a d'autres études qui ont pratiqué cette thérapie par imagerie mentale chez des jeunes ou des plus âgés et ça marche chez tout le monde. Merci. Est-ce vrai que les gens qui fument du cannabis avec un haut taux de THC n'ont plus de rêves et que s'ils arrêtent, les rêves reviennent? Merci. Donc, il n'y a pas d'études à ma connaissance, hein, qui associe le cannabis et les rêves, qui étudie ces phénomènes. Avec mon expérience, je vois que le cannabis peut avoir des effets en fonction si c'est du CBD ou THC plus élevé, des effets qui favorisent, mais aussi parfois qui empêchent à dormir, hein. Donc, les THC, surtout quand il est élevé, ça accélère un peu la pensée, et ça prolonge la latence d'endormissement et ça rend le sommeil un peu plus fragmenté. Tandis que le CBD peut aider l'endormissement. Donc après, la question sur les rêves n'a pas été étudiée, l'effet de cannabis au rêve. Ouais. Est-ce que les antidépresseurs ou les anxiolytiques ont une influence sur la qualité du sommeil et notamment des rêves et des cauchemars? Donc les antidépresseurs qu'on utilise d'habitude suppriment le sommeil paradoxal. Donc a priori, ils diminuent la quantité de nos rêves. Et ils ont aussi des effets anxiolytiques également pendant la journée. Par contre, je vous ai donné déjà des détails et des informations que le rêve et le sommeil paradoxal est utile. Donc, ce n'est pas toujours en notre faveur de le supprimer et pas à long terme. Donc, dans la réalité clinique, c'est un peu plus compliqué. Pendant le premier mois, il est supprimé, mais après, le sommeil paradoxal revient. OK. Oui. Donc, le somnifère, si on part maintenant dans la direction de l'insomnie, les directives internationales, européennes et suisses disent qu'il ne faut pas donner des somnifères uniquement dans des cas résistants. Et la thérapie de choix, c'est la thérapie cognitive comportementale. Et si vous êtes intéressé, c'est au centre du sommeil qu'on l'a fait, d'autres centres.
Donc, on n'est pas très pour hein, les somnifères. En règle générale, ils affectent la structure du sommeil. Pour les gens qui ont des apnées du sommeil, ils peuvent aggraver aussi le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, ce n'est pas quelque chose que je prescris quotidiennement. Non, ça ne supprime pas le sommeil paradoxal. Excusez-moi, je suis là au fond. Où ça? Est-ce qu'un rêve Vous éveillé pouvez est lever votre considéré main? Je comme vois un pas rêve? concrètement. Ah, ok. Est-ce qu'un rêve éveillé est considéré comme un rêve puisqu'on ne dort pas? Ou est-ce que c'est plutôt associé à une hallucination? Une rêverie, vous dites? Un rêve. Non, Ouais. vraiment ce qu'on appelle un rêve éveillé. Qu'est-ce que vous appelez comme un rêve éveillé? Justement, c'est pour ça que j'ai cette question. Est-ce que c'est une hallucination? Est-ce C'est qu'on peut quand. réveiller? Ouais. Est-ce qu'on peut rêver si on est éveillé? Donc, le rêve, en tant que tel, il est associé qu'avec le sommeil. Après, il y a des phénomènes, notamment où on utilise notre imagination. Et maintenant, je peux fermer les yeux et utiliser mon imagerie mentale. Si vous voulez l'appeler comme rêve éveillé, pourquoi pas? Ouais. Mais la question, c'est par rapport à ces rêves éveillés, l'imagination et les rêves donc, utilisent des mécanismes similaires dans le cerveau, mais pas tout à fait. Oui. Mhm. Est-ce que je peux juste vous demander de poser les questions quand vous avez le micro? Parce que là, je vous donne juste le micro, madame, et après. Non, je parlais dans un cas concret, par exemple, d'une personne atteinte de maladie de la corde de Lévy qui aurait des hallucinations. Oui, donc les hallucinations, c'est un troisième phénomène, donc en parallèle avec l'imagination et les rêves. Et il y a des mécanismes similaires entre l'hallucination visuelle et le rêve, en effet. Merci Ouais. beaucoup. J'ai deux questions. La première, c'est Je vois. est-ce que le fait d'avoir fait beaucoup de rêves, ça fatigue, ça donne une moins bonne qualité de sommeil pour être en forme pendant la journée? Puis la deuxième question, c'est est-ce que la récurrence d'un rêve, même positif, en l'occurrence, moi, c'était voler, je rêvais tout le temps que je volais pendant une grande période. C'était positif, hein. Qu'est-ce que ça signifie de rêver tout le temps le même rêve? Oui, donc pour la signification de rêve, ça ne sera pas ici, hein. L'interprétation, c'est, comme je vous ai dit, il faut creuser un peu le passé de chacun pour trouver une interprétation. Dans la grande majorité des cas, on peut trouver hein, des significations et des interprétations de rêves. Après, par rapport aux rêves que vous décrivez, donc ils sont décrits comme rêves épiques, hein. Donc le rêve, il y a des gens qui rêvent tout le temps pendant la nuit. Donc bien sûr, le rêve utilise des ressources du cerveau, des ressources cognitives. Donc ça pourrait fatiguer un peu le cerveau, surtout les gens qui ont ces rêves épiques. Mais c'est un phénomène qui n'est pas très bien étudié. Ouais. Oui, merci pour votre conférence. Ma question est sur les rêves prémonitoires. Vous avez parlé qu'il y avait un lien avec la vie de tous les jours. Mais quand ils n'ont pas de lien avec la vie de tous les jours, ça vient Donc, d'où? oui. Donc, il y a souvent donc le cerveau peut capter des informations de façon subliminale. Donc, ça veut dire que tous les jours, on capte énormément d'informations, le cerveau en fait, même si on ne se rend pas compte. Et dans le rêve, le cerveau a cette capacité de réémerger des informations qu'on a captées de façon subliminale et les traiter. Parmi ces informations, il y en a quelques-unes qui sont importantes, d'autres non. Mais le rêve prémonitoire a été décrit surtout comme un rêve pour des informations auxquelles auxquelles on a déjà un accès. D'accord? C'est-à-dire, je ne connais pas de rêve où quelqu'un a vu un comète
tomber sur la Terre. Et quelques jours plus tard, il y a la comète qui est tombée. Et avant ça, il n'a eu aucune information, soit consciente, soit subliminale, dans les journaux ou ailleurs. Alors, Mais après, j'ai eu des histoires, oui, il y a des gens, peut-être après, vous pouvez décrire aussi votre... Oui. J'étais petite, j'avais Ouais. 8 ans, donc j'ai un certain âge maintenant. C'est quelque chose que je n'ai pas oublié. Il s'est passé un accident dans la rue où j'habitais et je l'avais rêvé la nuit d'avant. Et ça m'est resté, j'en ai parlé aux adultes qui m'ont peu écouté, mais c'est quelque chose qui me revient souvent en me disant comment ça se fait que j'ai pu rêver une chose pareille. Il y a plusieurs interprétations, hein. Donc il y a aussi les coïncidences, mais on peut en parler après si vous voulez, avec plus de détails. J'aurais une question à propos des rêves. Quand on se lève le matin, souvent on veut raconter un rêve, et puis on se rend compte que ça rime à rien du tout. Alors, est-ce que c'est, sur la base de ce que vous avez dit, est-ce que c'est le cerveau qui a associé des choses qui n'ont rien à voir dans l'autre, ou c'est des bouts de plusieurs rêves qu'on a fait pendant la nuit? Donc, la grande majorité de nos rêves, en effet, utilisent cette capacité du cerveau d'associer des traces mnésiques. Donc, on peut voir un personnage qui, en première vue, on ne l'a jamais vu. Mais si on fait une capture d'écran, comme on dit, de ces personnages et on zoome, on va voir que peut-être il a les cheveux de notre compagne, les pieds de notre mère. Donc, il y a toujours, donc, dans tous les éléments de nos rêves, on peut trouver des petites traces du passé. Mais il faut passer du temps. Souvent, il y a des détails qui sont perdus. Mais la grande majorité de nos rêves viennent du passé. Donc, c'est des produits du passé, mais qui peuvent aussi nous exposer à des possibles scénarios du futur. On dit toujours on rêve beaucoup pendant la pleine lune. C'est juste? Parce que moi, je rêve beaucoup et j'ai beaucoup d'amis aussi qui disent oh, on a rêvé à nouveau. Vous avez fait? Ouais, donc il y a des études à Lausanne par ailleurs. Il y a une étude où ils ont étudié les sommeils pendant la pleine lune. C'est un sommeil plus fragmenté qu'on fait. Après, l'impact sur le rêve, à ma connaissance, je ne connais pas des études qui ont fait ces liens. C'est intéressant. S'il vous plaît, je sais que je rêve et je ne me souviens pratiquement jamais de mes rêves. Mais je sais que j'ai rêvé et beaucoup. Normal. Oui. Oui, c'est tout à fait normal. Donc, par ailleurs, on rêve tous, mais beaucoup de nous, on oublie tout de suite. C'est un milliseconde et on peut oublier le contenu. Y a-t-il une différence entre les rêves et les songes? Parce que les songes, c'est aussi un genre littéraire. Par exemple, dans la Bible qui est connue, Joseph a eu le songe qu'il fallait garder Marie auprès de lui, et puis aussi qu'il fallait émigrer, partir en Égypte. Et tout ça, c'était à travers des songes. Donc, il est poussé à une action. Alors, y a-t-il une différence entre songe et rêve Moi, je parlais du rêve qu'on fait pendant le sommeil. Après, comme on disait, il peut y avoir aussi de rêveries, de songes, de tout ce qui est imaginaire qu'on crée, indépendamment si on est éveillé ou endormi. Mais c'est vrai que c'est un terme plus littéraire. Mais moi, je ne fais pas nécessairement la distinction. Est-ce que vous avez observé dans vos patients des patients qui vous disent avoir rêvé et ressenti la présence de personnes décédées qui leur transmettent des messages? De façon, vous dites non scientifique, mais on va vers plus métaphysique, qu'il y a donc des messages qui sont influencés par l'extérieur au personnage, au rêveur. Il y en a, donc des expériences pareilles. Après, la science les explique différemment. Après, voilà, donc je vous ai dit qu'on rêve dans la grande majorité des choses qui nous préoccupent. Donc du coup, dans ce que vous décrivez, on est
clairement préoccupés par la personne décédée, mais qu'elles viennent pour nous mettre des messages, ça part un peu de la science. Oui, est-ce que l'auto-hypnose peut aider à faire des rêves positifs ou des rêves cathartiques? Qu'est-ce Oui, que vous donc en pensez fait, cette thérapie que je vous ai décrite, basée sur l'imagerie mentale, c'est une forme d'auto-hypnose. La différence, c'est que l'hypnose est souvent guidée par un thérapeute qui nous guide, donc qu'est-ce qu'il faut faire, tandis que dans cette thérapie, c'est le patient lui-même qui trouve les solutions. Et à mon avis, c'est encore plus puissant, parce qu'on choisit nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut faire. Donc on entraîne un peu notre cerveau à trouver des solutions. Je sais que sur YouTube, par exemple, il y a des exercices d'auto-hypnose qu'on peut faire tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est assez similaire à cet exercice, tout à fait. Euh, Merci pour votre conférence. Il y a quelque temps, j'avais entendu le fait que si on empêchait un être de rêver, il pouvait en mourir. Est-ce que vous confirmez? Si on empêche quelqu'un de dormir, peut-être sur Ou un plusieurs adulte. semaines, mais pour d'empêcher quelqu'un à rêver, déjà, c'est très difficile. Ça veut dire qu'il faut supprimer le sommeil paradoxal. Mais comme je vous ai montré, on rêve aussi dans d'autres stades. Donc, je ne sais pas comment quelqu'un empêche le rêve spécifiquement. Dans mon Ce qu'on peut souvenir, faire, c'est supprimer le sommeil. ouais. Dans mon souvenir, c'était des expériences assez sordides sur des animaux. OK. Et il semblait que Oui, si on donc empêchait si on supprime le sommeil des animaux, ils peuvent mourir au bout de 2-3 jours, en effet. Mais le sommeil ou le rêve? Sommeil. Déjà, le rêve, on l'étudie que chez les humains. Ouais, ouais. Mais on fait aussi la... Donc, il y a la grande suspicion que les animaux aussi rêvent. Bien sûr. OK? Mais on n'est pas encore là. Peut-être si on crée cette machine de rêve, on pourra voir leurs rêves. Ouais. Merci. Alors moi j'ai aussi une question. Est-ce que les apnées du sommeil ont une incidence sur les rêves? Oui, donc il y a des études, mais aussi ma pratique qui montre que il y a des patients qui font des apnées des cauchemars. Et du coup, l'apnée, c'est quoi? C'est une obstruction de voie respiratoire, l'oxygène qui baisse, le cerveau qui se réveille. Donc, ça crée un sommeil instable et fragile. Et pendant ces périodes, il y a souvent des rêves qui sont fragmentés et négatifs. Et on a vu qu'avec le traitement de CPAP, on peut rendre ces rêves plus positifs et plus calmes. Oui, mais alors les omnifères qui sont prescrits dans ces cas-là sont pas nécessaires ou Non, sont les inutiles? somnifères, on ne les donne pas pour les apnées. Donc, la grande majorité des somnifères aggravent les apnées. Et puis si une personne a des problèmes d'endormissement ou de, de mauvaises nuits et qu'elle a aussi un CPAD, alors qu'est-ce qu'elle fait si on lui prescrit des somnifères? On doit faire la thérapie cognitive comportementale pour l'insomnie Mhm. en parallèle avec la CPAP. Ah, Donc, dans le centre du sommeil, on fait ça. Ah bon, merci monsieur. Qu'en est-il du somnambulisme? Ouais, c'est très intéressant. Donc, le somnambulisme, c'est un phénomène mystérieux. Après, depuis 10 ans, on fait des études neuroscientifiques pour voir comment le cerveau fonctionne pendant ces épisodes. On a vu qu'il y a des régions du cerveau qui sont actives et en parallèle d'autres qui sont désactivées. C'est comme si la moitié du cerveau dort et l'autre moitié non. Ce qui ressemble un peu au sommeil unihémisphérique des dauphins et des oiseaux qui, pendant qu'ils sont en danger, euh, peuvent continuer nager ou voler. En gros, donc il y a des hypothèses que le somnambulisme, c'est une sorte de... Il a cette origine évolutionnaire. Donc quand il y a un danger, la personne est prête à partir. Donc ça, c'est la théorie derrière le somnambulisme. Après, il y a la clinique qui dit que si quelqu'un fait des épisodes très fréquents, ça peut devenir dangereux. Donc il faut protéger l'environnement et souvent on peut donner un médicament pour traiter ça. Mais il y a beaucoup plus de questions que de réponses sur le somnambulisme et les terreurs nocturnes. Ouais. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour vos nombreuses questions.